Bonjour. Nous allons voir dans cette séance-là un autre représentant du diagramme binaire, cette fois-ci hybride, puisqu'on retrouve des formes qu'on a déjà vues à travers le diagramme binaire sans point eutectique et les diagrammes binaires avec point eutectique. Alors ici, on a l'exemple du diagramme binaire de la série des feldspaths sodés-potassiques, où nous avons deux fuseaux qui se rejoignent en un point minimum de fusion qu'on appelle l'azéotrope positif. Alors c'est un point où ici on peut remarquer que les liquidus et les solidus se positionnent en tangente. Donc ça décrit, au lieu d'un point, ça décrit une courbure avec un maximum ici. Et la particularité de cet azéotrope-là, c'est que ce n'est pas un seul point, mais un ensemble de points dont la fusion donne la même composition que le solide de départ. Bien. Alors, pour décrire un peu ce diagramme, nous avons donc une zone liquide ici, une zone où on a des liquides plus les cristaux. Alors ici, comme c'est une série de solutions solides qu'on va appeler par exemple AB, ou comme c'est un représentant de la série des feldspaths sodés-potassiques, eh bien ça sera les pôles albite et orthose. C'est-à-dire c'est la solution ici sodé-potassique des feldspaths, avec le composant albite et le composant orthose. Là, nous avons le domaine liquide. Là, c'est le domaine de la solution solide. Et là, on a aussi un domaine solide qui est séparé par une courbe qu'on appelle solvus. C'est une courbe qui sépare deux domaines solides. Une zone de solution solide et une zone d'émissibilité, c'est-à-dire où on a ici séparation de deux phases. Alors, si on veut suivre le cheminement de la séquence de cristallisation dans ce diagramme, en commençant par un liquide de départ L0, donc la température qui baisse, donc on touche le liquide ici à L1, à la température T1, on va former des cristaux S1, de la même manière que ce qu'on a déjà vu à travers les diagrammes binaires sans point eutectique. Au fur et à mesure que la température baisse, on arrive à L2, on retrouve le solide en équilibre avec cette composition-là, et ce solide-là a la composition de liquide de départ. Quand on arrive à cette situation-là, eh bien la cristallisation s'arrête, mais le refroidissement, lui, il continue. Alors, il va continuer d'une manière progressive jusqu'à heurter la courbe solvus. C'est une courbe en cloche. À la température T3 où le solide S2 touche le solvus S2, le solvus à ce niveau-là, eh bien, on a deux phases qui se forment, étant donné que c'est une courbe en cloche. Une phase S2 et une phase S3 et une phase S4. Alors, les deux phases vont évoluer sur les deux branches du solvus jusqu'à la température finale. Bien, alors, les compositions de ces phases, il faut les lire sur l'axe des compositions, par projection, tout simplement. Et on peut à tout moment calculer la quantité des phases qui se forment à partir d'un mélange S2. Le mélange S2 étant là, la composition de ce mélange, il faut la lire sur l'axe albite-orthose. Ce mélange S2 va nous donner deux phases immiscibles, on dit exsolvées, parce qu'elles résultent d'un état d'émissibilité, l'une qui a cette composition-là à la température TF et l'autre qui aura cette composition-là à la température, bien entendu, TF. Bien, le domaine de la solution solide des feldspaths sodés-potassiques, c'est par exemple la sanidine. La sanidine,
c'est un feldspath sodé-potassique qui se forme à haute température. On le retrouve par exemple dans des basaltes subalcalins. Ici, le domaine de solvus aux démiscibilités, c'est le cas par exemple des pertites. On a ici des flamèches d'albite qui lardent toute la plage orthose qu'on voit ici, qu'on retrouve, il est reconnaissable par sa nappe et Carlsbad, avec deux compartiments de couleurs ou bien de teintes de périphragence différentes. Bien, alors, autre texture représentative de l'état solvus, c'est les pertites. Par exemple, autre forme de pertite avec une texture graphique. On voit ici des espèces d'écritures de lettres, d'albite, qu'on voit disséminées, réparties dans des plages d'orthose. Alors, tout ça, ce sont des formes d'émissibilité. Ça rappelle un peu les gouttelettes d'huile dans de l'eau, deux états émissibles. Bien, ce qui est intéressant dans ces diagrammes binaires de ce type-là, c'est qu'on peut suivre également la quantité des cristaux qui se forment à partir d'un mélange de départ. Alors, bien entendu, toute cette étape-là qui nous permet de déterminer la quantité des phases sodé-potassiques qui se forment, ça se fait de la même manière que lorsqu'un diagramme binaire sans point eutectique, mais partons d'ici, à partir d'un navet de cristallisation où le refroidissement continue. Donc, on va s'acheminer vers la courbe solvus, et puis sur cette courbe solvus, on va produire des phases exsolvées, par exemple ici S3 et S4. Si la température continue jusqu'ici, eh bien le S3 va évoluer sur la branche solvus de ce côté-là, du côté riche en composants orthose, alors que la phase S4 va, elle, dévaler l'autre branche de solvus jusqu'à atteindre à la température TF la composition A ici, qui est une phase riche en composants albite. Bien, alors, je vais prendre la projection de S3, de A et de B sur l'axe de composition que je vais reproduire ici. Alors, le S2 que j'ai là, il est ici de par sa composition. Alors, en géologie, la question que l'on se pose en magmatologie notamment, c'est que lorsqu'on a un mélange liquide, à partir duquel se forme un certain nombre de phases, eh bien, combien de phases se forment à partir de ce mélange de départ? Voilà. Et alors, non seulement on détermine la nature des phases qui se forment, mais la quantité de ces phases également. Donc, c'est une vérification à la fois sur le plan qualitatif, mais aussi quantitatif. Alors, pour ce faire, on va utiliser la règle des moments chimiques ou bien la règle de la balance. Dans ce sens où le produit A qui désigne la quantité de la phase A de la solution solide qui se forme, donc, fois la mesure algébrique, c'est une distance ASS, S2, égale à B qui est la quantité de la phase B qui se forme, donc B fois la distance S2, B. Donc, comme ce sont des mesures algébriques, on choisit un sens soit de droite à gauche ou bien de gauche à droite, mais toujours est-il, une mesure algébrique, ça reste toujours positif. Bien. Alors, la composition de S2, c'est 40% d'albite pour 60% d'orthose. Il suffit de la lire sur l'axe des compositions. La phase A, c'est 9% d'orthose pour 91% d'albite. La phase B, c'est 88% d'orthose pour 12% d'albite. Bien, alors pour déterminer le petit a et le petit b, donc il suffit de calculer
le A 60 moins 9, donc ce sont les mesures algébriques, fois B 88 moins 60. Donc ça nous ramène à 51A égale à 28B. Mais comme on a deux inconnus A et B, il nous faut une deuxième équation pour pouvoir résoudre les valeurs A et B. Comme on part toujours d'un mélange qui est à 100, c'est comme si on a 100 grammes de mélange de départ, donc la quantité de A et de B qui se forment, la somme de ces quantités-là, bien entendu, c'est égal à 100. Donc ça sera la deuxième équation de mon système avec deux inconnus et donc c'est facile à résoudre. Donc il suffit de remplacer A par 28, B sur 51 ou bien prendre A égale à 100 moins B et le remplacer dans l'autre équation. Ça nous donnera A égale 35,5 et B égale 64,5. Donc là, à partir d'un mélange de S2, on a trouvé 35,5 de la phase A et B, c'est-à-dire 64,5 de la phase B. Bien. Maintenant, pour vérifier est-ce que ces valeurs sont valides, qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder le partage du composant albite ou bien du composant orthose dans les deux phases. Partons bien sûr de la quantité de ces deux phases formées à partir du mélange S2. Donc, il s'agit de vérifier soit par le composant albite ou bien par le composant orthose, étant donné que les deux composants sont complémentaires. Donc, on va vérifier par exemple pour le composant albite. On va se dire, partant des proportions des phases, donc le partage de l'albite d'une manière générale qui est dans S2 doit se retrouver dans A et dans B. Donc nous, on va faire la démarche inverse, c'est-à-dire calculer la quantité de cet albite-là qui est partagé entre A et B et regarder si la somme de cet albite-là correspond à l'albite rencontré dans le mélange de départ. Alors, si le mélange n'était formé que de A, nous aurons l'albite du mélange, ça sera l'albite du composant A. Autrement dit, je vais dire 100A égale 91 albites. Mais je n'ai pas dans le mélange 100A. Le A dans le mélange n'occupe que 35,5. Donc 35,5A égale à 35,5 fois 91 sur 100. Ça va me donner 32,30% d'albites dans les 35,5 A. De la même manière que pour B, la phase B, 100% B me donnerait 12% d'albites. 64,5B, c'est ce que j'ai trouvé ici, va me donner 64,5 fois 12 sur 100, soit 7,7%. Donc, la somme d'albites que j'ai ici, les 32,30 plus 7,70 que j'ai trouvé ici, me donne 40 grammes d'albites. Les 40 grammes d'albites, c'est ce que j'avais au départ. Donc, le partage de l'albite dans les 35,5% de la phase A et dans les 64,5% de la phase B me restitue la composition du mélange de départ. Donc mes résultats sont corrects. Maintenant, je vais passer au diagramme ternaire. Les diagrammes ternaires, ce sont des diagrammes que l'on peut fabriquer par l'association 2 à 2 des diagrammes binaires. Alors, dans ce schéma-là, dans cette configuration-là, les points vont se traduire par des courbes. Ici, le point eutectique va se traduire par une ligne cotectique parce que ça sera l'alignement des différents points eutectiques séparant les deux phases entre elles, et les lignes vont se traduire par des plans, comme ici. Donc nous avons la phase A
qui est en vis-à-vis de la face B, la face B qui est en vis-à-vis de la face C et la face C qui est en vis-à-vis de la face A. Donc la compilation de ces différents diagrammes me permet de reconstituer un diagramme ternaire ici. J'ai la configuration 3D de ce diagramme-là, où ici j'ai l'axe de température et bien sûr là, l'axe des compositions, la pression étant constante. Alors pour une question juste de clarté, je vais faire une projection à partir de l'axe thermique sur le plan de base, d'accord, où je vais avoir ici la projection des lignes qui vont se traduire là, c'est dans la ligne isothermique, les différentes lignes cotectiques et le point eutectique. Donc le diagramme de base que j'ai ici, ben, je vais le redresser là pour avoir le diagramme ternaire avec ses différents pôles A, C, B. Ici, j'ai les lignes cotectiques. Ce sont les lignes qui rassemblent les minima thermiques séparant A et B. Ici, séparant C et B. Et là, séparant C et A. Le point de concours de ces différentes lignes cotectiques me donne le point eutectique, c'est-à-dire le point le plus bas thermiquement. Qu'on appelle le puits thermique. Alors, c'est un point spécifique du diagramme ternaire parce qu'il est le point eutectique et donc il est invariant. Il est caractéristique du système ternaire. Donc, les lignes que vous avez ici, ce sont ce qu'on appelle les lignes isothermiques. Hein, et vous voyez qu'en allant du pôle vers les lignes cotectiques, on va vers une température qui baisse. Hein, les lignes cotectiques, eh bien, ce sont les lignes qui raccordent les températures les plus basses jusqu'au minimum thermique caractéristique du système. Bien, alors, chaque ligne cotectique sépare un champ. Ici, vous avez le champ primaire, par exemple, de la phase A, là, le champ primaire de la phase B, et ici, le champ primaire de la phase C. Et là, nous avons les lignes cotectiques, encore appelées limites de champ. Donc ça, c'est un rappel de la construction d'un diagramme ternaire. Alors, là, je représente le diagramme ternaire des granites avec le pôle quartz, le pôle albite et le pôle orthose. Et là, j'ai les différentes lignes cotectiques séparant les champs primaires de quartz, de l'orthose et de l'albite. Et là, j'ai les différentes lignes isothermiques. Là, c'est le point de fusion du quartz à 1180, celui de l'albite 845 et celui de l'orthose 890. Ce sont les températures de fusion de ces phases pures. Bien, bon, un granit, là, vous avez une texture microscopique de granit où nous avons le quartz avec une texture grenue, bien entendu, le plagioclase albitique, l'orthose, et parfois on peut avoir quelques mica annexes. Alors, pour étudier une séquence de cristallisation dans un diagramme ternaire, eh bien, on commence par positionner le point, par exemple, le mélange de départ. Ici, nous avons un mélange qui a la composition 60% de quartz, 30% d'albite et 10% d'orthose. Bien sûr, pour positionner un point dans le diagramme ternaire, eh bien, il faut que la somme des trois coordonnées soit égale à 100, hein, avant de pouvoir plotter le point dans ce diagramme. Et puis, il faut calculer, c'est-à-dire, à partir de deux coordonnées, on peut projeter le point dans le diagramme. C'est-à-dire, puisque la base est à 0, ici le sommet est à 100, donc je vais compter 60 à partir de la base, je vais tracer ma droite ici, et puis de la même manière que pour l'albite, puisque le pôle est toujours en face d'une base qui est à 0. Donc ici, je vais choisir la ligne 30, 10, 20, 30, et l'intersection entre la ligne 30 et la ligne 60 me donne le point X, puisque
le point d'intersection, il me faut uniquement deux coordonnées parce que c'est l'intersection de deux droites. Bien. Alors, une fois que le mélange touche le champ primaire de quartz, des cristaux de quartz commencent à se former. Alors, en supposant que je vais cristalliser 20% de quartz, il me restera donc 40% de quartz, 30% d'albite et 10% d'orthose. Et tout ça, donc, c'est à l'état liquide. Donc, la somme est 80, et pour pouvoir représenter le liquide résiduel dans le diagramme ternaire, il faut que je ramène ces proportions à 100. Ça veut dire que la nouvelle quantité de quartz ramenée à 100 sera égale à 40 sur 80, 50%, l'albite 37,5% et l'orthose 12,5%. Donc, j'aurai atteint ici, j'aurai le point représentatif du liquide résiduel X2 après avoir cristallisé 20% de quartz. Bien. Alors, comme je suis dans le champ de cristallisation primaire du quartz, les autres phases albite et orthose ne se forment pas. Ça veut dire que le rapport albite sur orthose est constant. Et pour déterminer ce rapport, eh bien, c'est facile. J'ai ici 10% ou bien 10 albites qui valent 30 orthoses. La somme de l'albite plus l'orthose sur l'arête albite-orthose est égale à 100. Donc, la quantité d'albite serait de 75 et l'orthose 25. C'est la position des deux phases qui ne cristallisent pas sur le pôle albite-orthose. Comme j'ai dit, albite 75, donc c'est là, et puis l'orthose 25. Donc, je peux, c'est-à-dire dès le départ, sachant que les deux phases albite et orthose ne se forment pas, déjà commencer à tracer le trajet que va effectuer mon mélange une fois qu'il est positionné en X1. Donc, ça sera ce trajet-là. Alors, je le mets en pointillé ici parce que je ne peux pas évoluer dans ce sens-là étant donné que la température augmente et je ne peux pas cristalliser avec une température qui croît. Donc, ce trajet-là, je peux l'anticiper dès le départ, c'est-à-dire avant de commencer de former les positions des liquides résiduels, je peux déjà anticiper leur position suivant une trajectoire qui sera dictée par la position de départ du mélange. Donc, une fois que j'aurai positionné X1, je situerai en pointillé le trajet que va effectuer mes liquides résiduels à des températures décroissantes au fur et à mesure. Donc, déjà X2, il va se situer sur la même trajectoire. Si je prends un X3, ça sera également sur la même trajectoire jusqu'au point eutectique M. Donc, l'utilité de fixer le trajet une fois que vous aurez la position de X1 est intéressante parce que ça permet de repérer la position de vos points représentatifs des liquides résiduels. Si ces points-là ne tombent pas sur ce trajet-là, ça veut dire qu'il y a eu une erreur au niveau du report des points sur le diagramme ternaire ou bien des erreurs au niveau des calculs. Donc, ça serait bien, dès le départ, de fixer le trajet effectué par le liquide qui cristallise jusqu'à la ligne cotectique ou le point eutectique, ça dépend de l'évolution de trajet. Alors, la position de point eutectique sur le diagramme ternaire, elle est fixe pour une pression kilobar qui est fixe. Si on augmente la pression d'eau dans le système de départ, eh bien la position du point eutectique change. Et on voit qu'ici, en fonction, au fur et à mesure que la pression d'eau dans le système augmente, eh bien le point eutectique ici, regardez, change de position et suit cette trajectoire-là. C'est-à-dire, à 0,5, il est là, à 4 kbar, il est là. Il évolue de telle manière à se rapprocher du pôle albite. Donc, on évolue ainsi, en allant de cette position-là à cette position-là, le champ de cristallisation primaire du quartz augmente. D'où le corollaire qui dit que
lorsque la pression d'eau augmente dans le système, la cristallisation de quartz devient préférentielle. Donc la tendance est de commencer à former plutôt de quartz que les phases feldspathiques.